Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir et pour tout. Mes collègues en ont déjà parlé. Merci. Je souhaite également nous remercier, nous tous, chefs d'État et de gouvernement ici présents, ainsi que nos partenaires, nos institutions, les institutions multilatérales, et bien entendu, les autres intervenants et acteurs qui sont ici. Merci à tous. Je vais abuser un petit peu, Monsieur le Président, et commencer par dire ce qui est nécessaire de faire au nom de notre peuple, le peuple de la Zambie. Remercier vous remercier pour ce que nous avons obtenu hier. Alors, le président Macron est venu et il a formulé cette demande, également le président de la Chine. Nous devons nous assurer que nous allons proposer un projet de restructuration de la dette zambienne avant la fin de ce sommet. Eh bien, ça a été le cas. Donc, merci à ce titre, merci à la Chine, merci à la France, qui a présidé le cadre du G20. Merci à l'Afrique du Sud d'avoir assumé la vice-présidence de ce processus et merci aussi à tous les pays qui, d'une manière ou d'une autre, ont soutenu ce processus et qui nous ont permis d'atteindre ce résultat de restructuration de la dette zambienne hier. La Zambie était un petit peu un cochon d'Inde dans cette... un cobaye, en quelque sorte, dans ce processus et nous espérons que ces solutions trouvées pourront être appliquées également à d'autres processus de restructuration de dette qui commenceront suite à ce sommet. Et je dois remercier tout particulièrement le gouvernement des États-Unis, l'Union européenne pour leur soutien. La plupart des pays débiteurs doivent parler entre eux également et apprendre les uns des autres. Donc, merci beaucoup. Bien. Pour passer rapidement à présent... je ne peux pas oublier les donateurs. Merci. Merci aux bailleurs. Merci à vous tous. Dans toute votre diversité, certains prêteurs sont grands, d'autres sont moins grands, mais sans votre coopération, ceci n'aurait pas été possible. Et merci également au peuple zambien pour sa patience et sa résilience. Nous avons entrepris ce projet comme l'une de nos responsabilités avant même de former gouvernement, c'est-à-dire en tant qu'opposition. Nous avions dit que cette restructuration était essentielle pour nous. Et les Zambiens ont été parfaitement patients, extrêmement patients, travaillant sur les structures, sur cette restructuration. Et c'est une des leçons. Le leadership est essentiel au niveau national pour savoir clairement ce que nous souhaitons et en parler, le dire clairement à son peuple. Les gens ne peuvent pas soutenir des choses nécessaires. Ces réformes institutionnelles, c'est le contrôle de la dépense publique. Ils ont leur mot à dire. Évidemment, il y a des pratiques de corruption dont beaucoup profitent dans nos pays. Lorsqu'on met en place des réformes, on se voit confronté à cela également. Mais il est important d'avoir des idées claires, d'avoir des intentions fermes en tant que leader et de pouvoir proposer cela à nos communautés. Ils souffrent, mais ils vous soutiennent également. Et ça a été le cas du peuple zambien. Donc merci à lui, merci au peuple zambien. Bien, je recontextualise, si vous me le permettez. Pauvreté, changement climatique. On a déjà insisté que ce deux éléments tout à fait liés, ça ne fait aucun doute. Et le premier aspect de cette connexion, avant même de parler d'un nouveau financement ou davantage de financement, c'est lorsque les pays ne croissent pas économiquement, alors on ne peut pas attendre qu'une personne pauvre assume un fardeau supplémentaire. C'est déjà un constat nécessaire et essentiel pour pouvoir orienter la voie du développement. Donc, la pauvreté, de fait, réduit les capacités d'atténuation du changement climatique, des effets du changement climatique. C'est très clair. Si vous demandez au peuple,
aux pauvres de changer de source d'énergie, peuvent-ils le faire dans la situation où ils se trouvent? Il y a déjà une tension, donc nous avons besoin de trouver des mécanismes pour aider les pauvres dans nos pays, les moins favorisés en tout cas, pour qu'ils soient en mesure de soutenir les changements nécessaires pour atténuer les effets négatifs du changement climatique. Je pense que c'est très important. Il est également vrai de dire que le changement climatique impose de nouvelles obligations aux moins privilégiés. Par exemple, la ferme Ayuso que vous avez visitée, avant, avec 2 hectares, ils produisaient suffisamment pour eux-mêmes. Mais avec le changement climatique, là, sur une même saison des pluies, il y a une partie de ces territoires qui est séchée. Or, quand il commence à pleuvoir, c'est une inondation. Sur une saison. Donc, quelles sont les possibilités de cette ferme? Aucune. Donc, si on parle de financement, de mesures d'atténuation du changement climatique, le soutien à de nouvelles technologies agricoles, la question génétique, par exemple. Je donne que des exemples. Voilà. Mais c'est une question de contexte. Tout ceci est important à prendre en compte. Je veux dire qu'il ne s'agit pas simplement de mettre des ressources sur la table. Il s'agit véritablement de voir avec ces ressources comment on les applique de la manière la plus intelligente pour assumer et relever les défis du changement climatique. Et donc, ces investissements doivent être orientés vers ces domaines spécifiques qui donnent des fruits, qui donnent des résultats, qui aident les moins privilégiés, qui leur permettent de se nourrir eux-mêmes, d'abord, et ensuite de produire un excédent pour pouvoir avoir des revenus pour leur foyer. Mais il est également important de voir en quoi on investit, de voir les questions d'irrigation. Par exemple, monsieur le chancelier allemand parle de technologies, ça rentre en compte également. Et tout ça dans le monde entier. Tout est disponible dans le monde entier. Il s'agit maintenant de le rassembler et de l'orienter de manière plus ciblée. Ensuite, une autre leçon de notre restructuration de la dette qui s'applique à la réduction de la pauvreté et au changement climatique. C'est la question de la vitesse d'action. À quel rythme faisons-nous ce que nous faisons? Le cadre du G20, lorsque nous l'avons assumé il y a 12 mois, on en parlait déjà. Aujourd'hui, 21 mois après, eh bien, nous sommes très heureux de ce qui s'est passé hier, bien sûr. Mais pour les pays qui arrivent derrière nous, il y a besoin d'accélérer les procédures, simplement, de faire plus vite. On a parlé de transition. Bon, on doit être conscient des temps. À chaque fois qu'on retarde quelque chose qu'on pourrait faire, que nous contrôlons, eh bien, nous augmentons les coûts de ces actions. Je crois que c'est important. Autre leçon pertinente pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est que le chancelier allemand l'a dit hier lors du dîner, il l'a répété aujourd'hui, il est très important pour nous, en tant que communauté mondiale, de mobiliser des ressources. C'est vrai. Mais ces ressources doivent être investies pour aider à la croissance des pays les moins développés. C'est quelque chose de fondamental parce que ce faisant, nous créons des capacités dans ces économies pour atténuer une nouvelle fois les effets pervers du changement climatique et donc réduire la pauvreté. Donc, il ne s'agit pas simplement de l'industrie automobile électrique, c'est très important, certes, mais, Monsieur le Président Macron, il est également important que nous voyions en quoi nous allons investir dans l'extraction, dans les minerais critiques, par exemple, et apporter une valeur ajoutée ou profiter de la valeur ajoutée de ces minéraux dans les pays. Évidemment, ça augmente le PIB, ça crée des emplois, des opportunités
d'investissement, d'affaires, etc. Là aussi, il faut le tenir compte. Au lieu d'avoir des débats génériques, il faut vraiment aller cibler les dépenses en disant voilà les exigences, voilà les besoins, allons-y. Car ce sera de l'intérêt mutuel, quelqu'un l'a dit hier, à tout le monde. Ça ne polarisera pas Nord-Sud. Au contraire, ça serait au bénéfice du Nord et du Sud. Il faut véritablement envisager, penser au monde dans son ensemble, à sa durabilité pour pouvoir passer un monde meilleur aux futures générations. Et enfin, j'aime l'esprit de coopération et de partenariat que j'ai vu ici. J'aime ce que j'ai entendu des différents leaders qui se sont exprimés. Je pense que c'est comme ça que nous devons faire. Mais maintenant, il faut rassembler tout ceci dans un même panier, définir un plan d'action avec des délais précis et travailler pour le mettre en œuvre. S'il y a un leadership politique, entrepreneurial, les décisions sont claires. Donc aujourd'hui, nous devons rassembler nos techniciens et travailler. La supervision et le suivi sont donc importants à ce titre. Et enfin, et c'est vraiment la fin, je souhaite remercier le Premier ministre pour ses propos, mais également Madame la secrétaire Yellen et l'ensemble des leaders qui se sont exprimés sur la question du conflit. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs si nous permettons à notre communauté globale de perdre du temps et des ressources, des technologies, etc., sur un conflit. Je pense que notre devoir est de préserver nos pays de tout conflit, de ne pas exporter d'instabilité, ni chez nos voisins, ni au loin, car la stabilité dans nos pays suppose la stabilité partout, et c'est très important. C'est très important parce que sinon on se disperse. Il faut se concentrer sur l'agenda climatique et non pas sur l'agenda guerrier. Et je dois dire aussi que le coût du capital doit être réduit. Il faut prendre cela également comme mesure. Par exemple, le coût du capital en Afrique est le plus élevé. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça n'aide personne. Ça ne fait qu'empirer la situation. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous devons prendre à bras-le-corps. Merci. Merci beaucoup.